Smart City DSIG, Monsieur Betzner, expert en mobilité, administrateur de Mobility, Vincent Kaufmann, l'un des chercheurs penseurs de la mobilité les plus en vue en Europe, et l'excellente Sylvia Revello pour modérer la prochaine table ronde. Tout le monde est assis. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Depuis 1 an et demi et le début de la pandémie, le télétravail a considérablement bouleversé nos vies personnelles et professionnelles. Avec quelles conséquences pour les entreprises? C'est le sujet de cette discussion. Vincent Kaufmann, je vais commencer par vous. Vous avez l'habitude d'analyser nos modes de déplacement, nos habitudes de mobilité. Le télétravail, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup d'hypothèses. Est-ce que ça va perdurer? Dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Comme première conclusion, entre guillemets, déduction. D'abord, ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'évolution de la mobilité pendant la pandémie. Il y a des choses parfois contradictoires. Il y a une espèce de foisonnement d'idées, etc. Donc, c'est le cas aussi, évidemment, sur la question du télétravail. Il y a peut-être 3 points sur lesquels j'avais peut-être envie de revenir, qui sont des points, alors là, qui sont pour le coup plutôt consensuels dans les études qui ont pu être menées. Disons, depuis on a un recul assez court encore. Voilà, on a un recul court. Bon, d'abord, la première chose, c'est que pour une part, les personnes qui ont télétravaillé ces derniers mois ou cette dernière année l'ont bien vécu. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, ça dépend des conditions de logement, ça dépend d'une foule de facteurs, mais on a pu constater, à travers notamment des recherches qui ont été menées dans le cadre du Forum Vie Mobile, que le ralentissement le télétravail occasionnait un ralentissement du rythme de vie, ou plutôt une meilleure maîtrise de ce rythme de vie, était bien vécu, sachant que, on le sait tous, on est dans des sociétés où on a tous un petit peu la danse de Saint-Guy, et puis on est extrêmement stressé. Donc ça, c'est peut-être un premier point qui est intéressant. Ça laisse peut-être entrevoir le fait que pour une partie de la population, c'est quelque chose qu'ils vont souhaiter peut-être pérenniser à l'avenir, tant que faire se peut. Je pense, à Genève, on a toute la problématique avec les frontaliers. Est-ce que ça va être possible? À quelles conditions? Comment? Voilà, pour des questions légales. Mais disons, il y a une aspiration au télétravail pour une partie de la population. Peut-être deuxième élément, et ça c'est un élément que je trouve à la fois très intéressant et peut-être, disons, qui est interpellant en particulier pour les déplacements de longue distance en transport public, c'est qu'on voit que les personnes qui télétravaillent le plus et qui continuent à le faire et qui souhaitent le poursuivre sont ceux qui habitent le plus loin de leur lieu de travail. Alors vous me direz, ce n'est pas complètement étonnant, c'est ceux qui y passent le plus de temps, etc. Mais en Suisse, les personnes qui habitent le plus loin de leur lieu de travail sont aussi ceux qui utilisent le plus le train. Et il y a une corrélation entre le nombre de kilomètres que vous parcourez pour aller travailler et puis la part du train dans ces déplacements. Et donc là, on voit bien, il y a la question du coût, il y a la question de la fatigue, il y a la question aussi de pouvoir utiliser le temps. Quand vous êtes dans le train, vous pouvez utiliser votre temps. Et donc là, ça on le voit, notamment l'étude de l'École polytechnique de Zurich, l'étude Mobis le montre. Voilà, les télétravailleurs de longue distance, ils reviennent très très lentement au déplacement domicile-travail et ça occasionne finalement une perte d'usage du train pour ce motif-là. Donc ça, c'est un deuxième constat que l'on peut faire, qui est intéressant et interpellant, puis qui montre que les personnes, les gens que nous sommes tous, ont des capacités à s'approprier les situations dans lesquelles on se trouve, peut-être pour les adapter à des aspirations, des envies qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis troisième élément, et ça c'est... Alors, ça va aussi dans ce sens peut-être de la réappropriation du télétravail, c'est qu'on constate chez certains télétravailleurs une tendance à déménager. C'est-à-dire que quand vous pouvez télétravailler de façon pérenne 3 jours par semaine, vous dites « ouais, mais pourquoi je vais continuer
habiter centre-ville. cet appartement de centre-ville qui me coûte une fortune alors que je pourrais être en Valais, que je pourrais être... Avoir une meilleure qualité de vie. Voilà, avoir une villa, etc. Puis les 2 jours où je reviens bosser, je viens en voiture. Et donc, le piège. Le bilan, là, il y a un immense piège et il faut faire extrêmement attention à ça. Donc cette tendance à s'éloigner, aussi à quitter la ville, elle existe. Le bilan carbone, au final, il est négatif par rapport à la situation ex ante. Et donc là, il y a certainement un enjeu politique, c'est-à-dire il faut... Alors je ne sais pas, voilà, il y a sans doute des mesures à prendre en associant dans les entreprises le fait de pouvoir télétravailler beaucoup, avec la promesse de ne pas utiliser la voiture ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, mais disons, ce serait dommage que tous les bienfaits du télétravail soient mangés par ce genre de comportement. Voilà peut-être quelques éléments de réflexion pour entrer en discussion. Tout à fait, tout à fait. Clara Millard de Reudre, est-ce que vous pouvez, déjà, est-ce que vous avez une réaction à apporter au constat fait par M. Kaufmann et nous en dire un peu plus finalement sur la pratique au sein des SIG, comment est-ce que le télétravail s'organise? Vous le pratiquiez déjà auparavant, ce n'était pas une nouveauté avec le Covid, n'est-ce pas? Exactement. Alors, c'est vrai que le télétravail est quelque chose qu'à SIG, nous pratiquons depuis plus de 10 ans, en fait, avec un programme qui s'appelle le programme Équilibre, qui a été d'abord testé sur certains collaborateurs, puis étendu à la moitié des collaborateurs non administratifs, pour 40% de leur temps. Donc, c'est vrai que par rapport à cela, on était très prêts à réagir quand il s'est agi de travailler depuis la maison. Les collaborateurs étaient prêts à cela. Donc, on a été très facilité en ce sens avec ce programme qui avait été mis. Et est-ce qu'à l'avenir, c'est quelque chose que vous souhaitez aussi développer plus largement, offrir plus de possibilités aux collaborateurs de travailler depuis leur domicile, ou est-ce qu'il faut aussi mettre des limites? Parce que c'est un petit peu ça le débat, j'ai l'impression. Arne Betzner, vous réagirez sûrement là-dessus, aussi sur voilà, il y a des avantages et des inconvénients au télétravail. Je pense qu'il y a un avant Covid et un après Covid. Donc, le télétravail a de grands avantages pour la mobilité, mais également d'un point de vue personnel, et puis peut être plus difficile aussi. Ça dépend des situations personnelles, de là où on habite, de l'endroit, puis du travail que l'on fait exactement. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réponse, mais c'est vrai qu'on peut penser qu'effectivement, le télétravail, donc, qui chez nous était permis à 40%, pourrait être autorisé à une plus grande échelle après un retour à la normale, si on peut parler de normalité. Tout à fait. Monsieur Betzner, donc vous êtes membre du conseil d'administration de Mobility, cette entreprise de car sharing. Vous connaissiez aussi déjà le télétravail avant, ce n'était pas une nouveauté? Non, pour nous dans la maison, bonsoir, merci pour l'invitation aussi. Chez nous dans la maison, effectivement, on avait déjà mis en place les principes d'une charte qui s'appelle Smart Work, qu'on avait signée en tant qu'entreprise et où déjà avant, on avait le concept fondamental que les processus de travail, il faut les diviser en éléments. Il faut voir lesquels éléments on peut les faire à la maison, les phases des réflexions, vous avez besoin de la petite bulle, des choses que vous ne pourriez pas faire, certainement pas dans un bureau à grande surface avec des cubicles ou avec des espaces ouverts, avec bruyant, vous entendez le voisin au téléphone. Et de l'autre part, il y a le social, il y a le travail en commun, il y a le côté créatif, humain, créatif du travail qu'il ne faut absolument pas négliger. Et moi, je vois à l'horizon, je vois des bureaux presque, si vous me permettez l'expression, se transformer dans des espaces ludiques où vraiment ces process de créativité, c'est ça aussi qu'on a appris dans la Bay Area de San Francisco, où on voit vraiment ces espaces ce que Facebook, ce que Google, je cite comme exemple pour l'espace, pas pour d'autres choses, mais donc ce qu'ils ont mis au niveau de la réorganisation des processus de travail, c'est ça en fin de compte, et c'est ça des choses où vraiment cette pandémie et l'expérience dont vous avez parlé après la pandémie nous forcera presque de les adopter, et donc justement de diviser les process en processus créatifs, en processus de réflexion, en processus de silent work, et après vous le mettez ensemble, et si vous gérez ça bien du niveau des ressources
ressources humaines, vous avez tout à fait le potentiel de faire plus avec moins d'infrastructures et moins d'espace. Et ce qui intervient aussi là-dedans, c'est justement au niveau des transports, vu qu'on est ici dans un dépôt de tram, dépôt de bus. Je veux dire, on a le gros problème dans les transports en général, qu'on a ce pic du matin, le pic matinal, où il y a tout ce qui sort et tout ce qui roule. Voilà, exactement, tout ce qui roule qui a des roulettes. Donc, c'est du point de vue de la durabilité, c'est vraiment pas une situation optimale, parce que vous avez besoin de tenir en renfort du matériel. Les chemins de fer, par exemple, on prend les vieilles compositions en tant que renfort matinal et des choses comme ça. Mais bon, là, il y a aussi un aspect de qualité, un aspect de... Voilà, donc vous ne pouvez pas à l'infinité faire des choses comme ça. Donc, si on arrive à réduire cette demande matinale et à équilibrer les commencements d'école, l'organisation du travail, que quelqu'un, par exemple, travaille 1 heure de chez soi, après amène ses gamins au jardin d'enfants, à pied bien sûr, ou à vélo, et après reviennent et à 10h ou à 11h du matin, aillent au bureau pour avoir un repas avec ses collègues, créatifs, et après faire du travail du bureau. C'est des modèles comme ça, je pense qu'il faudra développer beaucoup plus qu'on l'a fait dans le passé. Ça demande de sortir complètement du cadre, entre guillemets, traditionnel, 8h, 18h, où finalement tout le monde se retrouve sur les routes, que ce soit à vélo, en voiture ou autre, à moto, en même temps. Et voilà, on a pu espérer effectivement qu'il y ait une sorte de lissage de ce pic, mais on voit que les horaires d'école n'ont pas changé, donc les parents amènent quand même leurs enfants, ou les enfants se rendent à l'école aux mêmes horaires. Au niveau des entreprises, Monsieur Kaufmann, vous me disiez en préparant cet entretien que les entreprises ont un rôle à jouer pour offrir aussi des conditions à leurs collaborateurs, de bonnes conditions finalement pour pouvoir appliquer des modalités de mobilité différentes, des horaires aménagés notamment. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a la question du télétravail, elle repose aussi sur la question du droit de télétravailler. Et puis bon, on voit d'ailleurs en sociologie du travail, jusqu'à une période très récente, beaucoup de personnes disaient avoir peur de télétravailler, peur qu'on les oublie, peur que le télétravail soit assimilé à une forme un manque de motivation, etc. Et donc il y a peut-être une valorisation de ces formes-là à trouver. Il y a aussi des dangers, parce que quand on télétravaille, le danger, ça peut être de travailler tout le temps et de ne plus avoir véritablement de frontières entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc la flexibilité, elle est très ambivalente. C'est ce que vous disiez à propos des heures de pointe, mais d'un autre côté, pour la vie personnelle, ça peut aussi être de répondre à ses emails à 10h du soir et autres. Et donc là, il y a tout un enjeu qui relève du droit, je pense, et qui est peut-être encore peu exploré. Je pense en particulier dans les services publics, où il y a une culture de la présence. Voilà, peut-être là, il y a effectivement des choses qui sont en lien avec les entreprises à aller travailler, c'est clair. On a beaucoup parlé dans la première partie de cette conférence de technologie. On avait un peu envie de revenir à l'humain, finalement, aux habitudes de chacune et chacun. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre quelqu'un de changer ses habitudes de mobilité, ce fameux report modal, notamment pour se rendre au travail, hein. Madame Millard-de-Reude, vous m'avez dit qu'au SIG, vous promouvez finalement l'usage notamment du vélo électrique, le parking est payant, donc ça c'est des choses qui incitent les collaborateurs à venir au travail avec un certain mode de transport, voire à pied quand c'est possible. Oui, exactement. Donc, comme un certain nombre d'organisations, mais pas tant que ça finalement, on a un plan de mobilité qui a été mis en place depuis 2002 exactement. Et ce plan de mobilité prévoit un soutien des subventions aux abonnements TPG, par exemple, mais aussi à l'achat de vélos électriques, des parkings payants pour ceux qui viendraient en véhicule au travail, une facilitation du covoiturage. Donc un certain nombre de solutions qui sont offertes pour permettre de favoriser la mobilité douce, voire la démobilité. Donc c'est vrai que ça, on le permet. Et puis cela combiné également avec la flexibilité dont je parlais auparavant, la flexibilité au travail et les idées d'horaire à la confiance qui permettent justement d'aménager un petit peu son temps de travail, son temps de mobilité et puis son temps personnel également par rapport aux différentes contraintes. Vous mentionnez les enfants, mais aussi les contraintes de transport, donc qui laissent plus de liberté pour le consommateur de pouvoir mieux gérer tout ça lui-même. Et je pense qu'après, il y a d'autres choses à faire sur
lui donner les outils pour pouvoir optimiser ses transports. On parlait de multimodalité, je pense que c'est très important la multimodalité. Donc permettre aux citoyens, à l'habitant, de mieux gérer ses transports avec ces différents modes actuellement disponibles. On voit aujourd'hui que la mobilité et les conditions de mobilité offertes, c'est un critère important pour un employé. De quoi finalement les gens ont besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils demandent finalement comme conditions cadre lorsqu'ils, par exemple, cherchent un nouveau travail? Qu'est-ce qui va être déterminant? Arnd Bensner, par exemple, vous avez une idée? Je pense qu'avant tout, il y a deux points qu'on oublie parfois un tout petit peu, mais qui sont tout à fait proches, c'est la simplicité et c'est le confort aussi. Il y a cet aspect de confort qui peut tout à fait être aussi un confort à différentes échelles. Il n'y a aucune raison dans le futur de ne pas proposer dans les transports en commun, quand ils évoluent, une première classe dans le tram, où vous avez un petit truc, un petit bureau, vous pouvez travailler pour quelqu'un qui fasse un trajet de 20 minutes. Il faut un peu jouer avec les idées, il faut avoir un best practice de ce qui s'est fait dans le monde entier, surtout en Asie-Pacifique, où on a des solutions très, très innovantes dans ce domaine. Et bon, il faut aligner aussi le développement des transports avec le développement de l'immobilier. Mais après, encore une fois, il faut surtout que ces choses soient d'une intuition incomparable. Et je dois dire, si on parle de digitalisation, si vous m'excusez la remarque, je ne peux plus l'entendre. Je veux dire, la digitalisation, c'est un outil qui nous permet de réduire les coûts de transaction en faisant mieux beaucoup de choses qu'on a fait avant et en les transformant. Et c'est un outil énormément performant, oui, mais après... De mettre un app par-dessus, c'est pas ça qui résoudra le problème. Et si on parle d'intermodalité, c'est vraiment une question d'usabilité. Si vous avez besoin sous la pluie, là, ou sous le soleil, de sortir votre téléphone, la trottinette, vous n'avez plus de batterie et le réseau est mauvais, vous la trouvez pas. Il y a vite en rade. Voilà, il y a plein de choses. Il faut maintenant aller au-delà. Ça, on l'a compris. Il faut travailler ensemble, il faut coopérer. Oui, ça, on l'a compris. Maintenant, il faut faire les prochains pas. Là, maintenant, il faut aller de l'avant. Et pour le travail, le 9 to 5, c'était fini avant la pandémie. C'est seulement maintenant qu'on le réalise. Donc, c'est peut-être cette pandémie a eu une bonne chose, c'est ça. Si je vous entends, on a un train de retard et il serait vraiment il serait temps d'accélérer un peu la cadence. Monsieur Kaufmann, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, sur ces envies, ces besoins des citoyens et des collaborateurs? Bon, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé à l'EPFL ces dernières années, notamment dans mon équipe, et on voit qu'effectivement, en Suisse romande, mais aussi en France voisine d'ailleurs, une très large part de la population est disposée à utiliser d'autres moyens de transport que la voiture et pas spécialement attachée à la voiture, ils n'ont pas une voiture dans la tête, et ils n'imaginent pas pouvoir faire autre chose. Après, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on offre pour pouvoir activer cette envie de faire autrement. Et là, moi, il y a une notion, alors j'aime bien le dire à l'EPFL, et puis évidemment, ça entre en résonance avec la formation des jeunes qui nous incombent, mais moi, je suis un militant d'une ingénierie de la séduction, en disant, non, mais qu'on se sente accueilli. Donner envie. Voilà, donner envie, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis arrivé, là, je suis venu en tram, j'habite pas très loin, j'habite Genève, je suis venu en tram, puis je suis venu ici à pied. Le dernier bout, entre l'arrêt Blandonnay ici... Vous avez risqué votre vie. Non, pas du tout. Mais ça fait pas très envie de marcher. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais... Non, mais c'est un exemple. Et puis, comme on l'a tous vécu en venant ce soir, voilà, je pense que c'est un exemple illustratif. Dans la logique d'une ingénierie de la séduction, le piéton devrait se sentir accueilli, puis se dire, mais on souhaite vraiment que les gens qui viennent ici le fassent à pied. Ouais, tout à fait. Voyez, non, mais c'est un mauvais exemple parce que c'est localisé au bout de la piste de l'aéroport. C'est pas, voilà. Bon, mais il y a plein de quartiers urbains où, je sais pas, prenez les gares du Léman Express à Genève. On peut marcher à l'horizon 900 mètres, 1 km. Vous allez vite vous retrouver sur des barrières, des effets de coupure, des lieux pas aménagés. Voilà, je pense que c'est tout ça. C'est de se dire que le système soit fait pour qu'on sent très bien comme utilisateur, comme citoyen, si finalement ça a été fait pour conçu, nous ou pas, ouais, quand on est cycliste, quand on est piéton, quand on est usager des transports collectifs, quand on attend un bus dans une rue, on a 80 décibels dans les oreilles pendant 5 minutes, on se dit est-ce que vraiment, apparemment on n'est pas la priorité. Vous voyez, et je pense que ça pourrait être une philosophie en général pour avancer sur ces questions. C'est toute la question de l'aménagement du territoire qui est étroitement liée finalement à ces questions de mobilité. Je ne sais pas si vous voulez réagir, monsieur ou madame.
Déjà, je pense que sur le point de prendre le consommateur, l'habitant et de le mettre au centre de toutes ces réflexions, je pense que c'est vraiment essentiel. Et dans toutes les réflexions et ce que l'on fait sur la Smart City au sein de SIG, on décrit la ville intelligente comme une ville qui est durable, donc la durabilité qui est vraiment le maître mot, mais aussi le bien-être et puis l'implication du citoyen. Et l'implication du citoyen, elle nous semble vraiment fondamentale parce que c'est ce qui nous permettra de vraiment accélérer pas les prises de conscience, mais les prises d'action, justement. Donc, je suis complètement d'accord avec ça, oui. Oui, tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant dans la mobilité, de quelle façon, de quel point de vue vous prenez pour la regarder, c'est que c'est un des domaines les plus holistiques qui existent, les plus larges qui existent. Il y a la sociologie, l'économie, je veux dire, tous les aspects. Voilà, c'est pas que les transports techniquement. C'est pour ça que souvent dans ce débat, il faut un peu s'éloigner de ce pur débat de technologie et revenir sur l'humain, sur le social. Il y a tout aussi l'aménagement et la conception, la réception des espaces publics. À mon avis, le benchmark pour les transports en commun, ça doit être qu'une jeune fille doive pouvoir attendre un bus une nuit de vendredi ou de samedi à 2 h du matin sans avoir le moindre sentiment de peur. Il y a toute cette question de respect de l'espace public, de sa conception dans la société. Il y a aussi la question du respect du bien public qui existe encore en Suisse, qui en France, par exemple, c'est largement perdu. Donc ça, c'est toutes des notions sociétale à revoir fondamentalement si on conçoit et dès qu'on conçoit cette mobilité du futur. Donc là, c'est un aspect qui va bien au-delà du simple transport qui va dans les administrations, exactement, dans la politique, dans la grande politique même. Vous vouliez encore réagir, Gilles ? Moi, je peux réagir sur le numérique et la digitalisation parce que je suis complètement d'accord que le numérique, pour le numérique, c'est pas du tout quelque chose qu'on souhaite. On voit la part des émissions qui sont liées au numérique et la rapidité à laquelle ça va, donc c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Par contre, le numérique apporte des solutions vraiment très importantes. Donc il s'agit toujours de regarder l'impact net, que ce soit sur l'environnemental, le social, l'économique, et puis faire les bons choix. Je pense que le numérique permet, par exemple, on parlait de smart mobility auparavant, permet de mieux gérer parfois le trafic, permet de mieux gérer l'intermodalité. Donc si l'impact net est positif pour l'environnement ou pour le social, je pense que le numérique doit être utilisé parce que c'est une vraie avancée, mais effectivement, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Oui, tout à fait. L'utiliser quand c'est pertinent. Je vais peut-être prendre quelques questions dans le public. Monsieur au bord, est-ce qu'on peut lui donner un micro ? On vous écoute. Jean-René Ernst, je suis un citoyen qui est intéressé par le développement soutenable, je dis bien soutenable. Vous avez passablement, le professeur Kaufmann a parlé d'ingénierie, de la séduction. Eh bien, quand on regarde un petit peu les publicités qui nous tombent dessus, quel que soit le média qu'on utilise, on voit que, en tout cas, les marchands de bagnoles ont vraiment très bien compris cette façon séduire. de faire. Oui. Bien. Et puis maintenant, ce que je regrette un petit peu dans tout ce débat, on tire des belles courbes sur l'avenir, mais en même temps, c'est totalement décorrélé de ce qui est en train de nous tomber dessus au niveau environnemental. Je pense par exemple toute la question du carbone, la question des matières premières, et puis il n'y a pas un politicien qui ose parler aussi du développement démographique. On parle de 10 millions en Suisse. Enfin, on a tout un tas de facteurs qui sont connus depuis les années 70 et qui finalement n'ont jamais été pris véritablement au sérieux. Alors, je pose la question justement au professeur Kaufmann, qu'est-ce qu'il en pense ? Bon, vaste question, là on y sera encore à minuit, mais non, mais merci pour la question. Je pense que c'est une question qui est effectivement essentielle. Ça ne va pas vous étonner, mais on travaille beaucoup à l'EPFL dans ma faculté, qui est une faculté qui regroupe les filières d'environnement, de génie civil et d'architecture sur les enjeux climatiques, et en particulier sur comment faire pour atteindre dans différents domaines, dont le domaine de la mobilité, les objectifs des accords de Paris, que la Suisse a signé avec de très nombreux autres pays. Et ce dont on se rend compte, et ça permet peut-être de revenir sur la question technologique, c'est que
quand on commence à modéliser différents scénarios, des scénarios où des nouvelles technologies s'imposent et permettent la décarbonation, par exemple de l'automobile avec l'électricité, plus toute une série d'autres choses liées au mobility as a service, digitalisation, etc. Quand on prend des hypothèses extrêmement optimistes par rapport à ces technologies, on arrive au plus à 50% de l'objectif fixé. Donc ça signifie que l'autre 50%, et ça c'est même l'ONU qui le relève dans ses rapports, c'est du report modal ou de l'évitement du déplacement ou de la valorisation de la proximité. Et donc ça c'est un cadre, je pense qu'il est important de rappeler, de garder en tête. Et juste derrière, je pense qu'il y a une autre question, c'est qu'on pourrait se dire ça fait peur, on n'y arrivera pas, etc. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, ce 50% à atteindre par des transformations des modes de vie, il est atteignable. Mais ça suppose du courage politique. Et ça, c'est quelque chose, c'est un message moi, qui me paraît essentiel. Mais très franchement, j'ai l'impression que ce courage politique, dans différentes villes d'Europe, il existe. Et notamment à Genève, avec des décisions moi, que j'ai trouvées assez courageuses ces dernières années et qui vont dans ce sens-là. Merci. Une deuxième question peut-être ? Madame. Merci. Ouma Sharifoudine des transports publics lausannois. Je travaille dans le produit et la tarification. Aujourd'hui, je suis là parce que j'habite à 15 minutes d'ici. Et j'ai bien fait de poser la question maintenant parce que vous avez touché à un sujet qui est au cœur de ce qu'on vit. C'est notamment le temps et l'équation avec le luxe. C'est-à-dire que plus je passe de temps dans les transports publics, moins de temps ou de qualité j'ai pour moi-même en étant citoyenne ou vie de famille, etc. Donc, aussi, Monsieur Betzner, vous avez dit que le côté social et humain, c'est aussi quelque chose de très important dans les transports sur la perception. Et aujourd'hui, ma question, c'est plus précisément pour les TPG. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer l'image des transports publics? Monsieur Berdo n'est pas là pour répondre directement. Voilà. Mais... Je peux bien sûr, merci pour la question, je peux bien sûr pas parler pour les TPG, mais la question générale de la perception, donc il faut faire effectivement très attention qu'on n'arrive pas dans le fall-wind de toute cette discussion sur la mobilité, sur la robomobilité, tout ça. Il faut faire très attention qu'on n'en arrive pas au point où on est arrivé aux États-Unis, que les transports en commun, dans la plupart, si on accepte quelques villes de la côte ouest et de la côte est, c'est devenu le transport du pauvre, de celui qui n'a pas d'autre option. De ségrégation dans les transports. Il y a une ségrégation totale. Moi, généralement, quand je viens à New York, si on travaille dans les transports, people who run transit should ride transit. Moi, je prends pas le AirTrain, mais le bus, le B10 ou le Q13, les bus qui amènent. Chaque fois, je suis la seule personne blanche dans le bus. Voilà. Donc ça, c'est des choses, ça fait mal. Ça fait mal d'avoir des choses comme ça. Il faut vraiment faire très, très attention de ne pas en arriver là. Et pour construire cette image, on a une bonne image des transports en commun dans ce pays. Je veux dire, les votations cantonales, fédérales en sont la preuve à l'appui. Mais ça, il faut pas s'endormir dessus. Il faut continuer à le développer. Le monsieur, avant, il parlait des marchands de bagnoles. Le message commercial, si on le regarde très souvent, c'est un message, c'est publicité que vous voyez au cinéma ou à la télé la nuit. C'est quelqu'un qui conduit dans sa voiture, qui a un espace sécurisé dans une ville qui paraît très agressif, très obscur. C'est le message qu'on voyait là, c'est que la voiture, c'est l'espace sécurisé dans cette ville agressive d'une certaine façon. Et ça, c'est le message mortel pour les transports en commun. Il faut réduire ça. Les transports en commun, c'est voyager ensemble, c'est se mettre ensemble. Un apprenti avec un professeur universitaire, se mettre ensemble, se partager ce tram qui est là-bas. Voilà. Et ça, c'est un outil inclusif de la société. Si on abandonne ça, nos sociétés démocratiques à l'Ouest ne vont pas perdurer. Tout à fait. Soit ça balance vers la Chine, soit ça balance vers les défauts en Amérique du Nord. Mais les deux, à mon avis, ne sont pas désirables du tout. Donc là, vous relevez un point très, très important. Ouais. Grand danger. Merci.
Merci beaucoup pour cette dernière intervention et heureusement, il n'est pas question d'abandonner les transports publics. On voit l'endroit dans lequel on se trouve. On y échappe pour l'instant. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et je cède la parole à Alain Janet. Merci.